Donc nous allons continuer la progression en SVT. Cette fois-ci, nous allons voir le chapitre 3. Chapitre 3, donc c'est la prévention. Donc par rapport à la prévention, qu'est-ce qu'on entend par prévention? Donc comment faire pour ne pas se contaminer? Comment faire pour ne pas contracter des germes? Donc surtout dans les centres hospitaliers. Donc c'est de ça que parle ici la prévention. Donc, il y a plusieurs moyens qui permettent effectivement de se prévenir, donc de ne pas contracter les maladies. Ici, par rapport aux objectifs généraux assignés à ce chapitre, nous allons comprendre comment limiter ou arrêter une infection microbienne et connaître le mode d'action des vaccins. Voilà. Donc, en introduction, nous avons les bactéries sont des micro-organismes qui ont toujours existé. Mais leur découverte par l'homme est récente. L'homme, en les découvrant, a pu aussi mettre en place des remèdes pour lutter contre ces derniers. Il s'agit de l'hygiène corporelle, de l'asepsie, de l'antisepsie, des antibiotiques qui sont les règles de base pour prévenir une infection microbienne. En plus de cela, nous avons la vaccination qui constitue aussi un moyen d'éviter certaines maladies. Voilà. Donc ici, par rapport au grand 1, nous avons dit l'antisepsie et l'asepsie. Donc en petit 1, nous allons voir d'abord l'asepsie. Donc qu'est-ce que l'asepsie? On va essayer de définir. L'asepsie est une méthode préventive qui permet de réduire au maximum les germes pouvant se trouver sur les mains, sur les habits et sur les instruments avant de rentrer en contact avec un patient. Donc ça veut dire quoi? Donc ici, dans les centres de santé, donc avant que les agents de santé ne rentrent en contact avec un patient donné qui a été amené, donc il faut prendre certaines mesures. Et parmi ces mesures-là, l'agent de santé doit, en toute première position, l'agent de santé doit se laver les mains. Il doit se laver les mains. Ça, c'est la première règle. Maintenant, quand il finit de se laver les mains, donc là, il doit porter des gants pour pouvoir s'approcher du patient, pour pouvoir l'examiner. Donc, ces habits aussi, l'agent de santé doit avoir toujours des habits propres. Des habits propres. Donc, ce n'est pas indiqué qu'un agent de santé puisse avoir des habits sales. Donc, ceci prouve que c'est un goujat, vraiment, lorsqu'il a des habits sales. Et les instruments aussi, donc par rapport aux instruments, il y a plusieurs types d'instruments qu'on utilise dans les centres de santé. Donc, entre autres, il y a les ciseaux, il y en a plusieurs. Donc, ces instruments-là aussi, chaque fois après que l'agent de santé les a utilisés, quand il finit, il doit les laver, il doit les désinfecter et il doit aussi les stériliser. Donc, pour que, lors du traitement du prochain patient, pour qu'il ne puisse pas être contaminé. Voilà. Donc, ici, on dit pour cela, on peut utiliser des désinfectants. Donc, on peut utiliser des désinfectants. Nous avons l'alcool que vous connaissez, l'alcool blanc, l'alcool à 90 degrés ou bien à 70 degrés. Donc, il permet effectivement de tuer les germes ou bien de les fixer pour qu'ils ne puissent pas se propager. Nous avons aussi la chaleur. Donc, la chaleur, ce sont les instruments qui sont dans les centres de santé qu'on utilise, donc qui produisent de la chaleur pour pouvoir tuer les germes. Nous avons aussi l'eau de javel. Donc, l'eau de javel, c'est l'eau de javel que vous connaissez, que papa et maman achètent dans les grands magasins. Mais seulement, il ne faut pas acheter n'importe quel type d'eau de javel. Donc, il y a des eaux de javel qui sont mieux indiquées, qu'on vend dans les grands magasins. Et je vous assure que l'eau de javel tue, en tout cas à 99,99% les germes. C'est pour cela que vous avez vu, donc les parents l'utilisent pour laver la salade. Donc on l'utilise aussi lorsqu'on lave les habits, quand on finit, on trempe les habits dedans. Donc ça permet
à ces habits-là d'avoir un éclat blanc et ça permet aussi de tuer tout ce qu'il y a comme germes sur ces habits. Et de même, lorsque par exemple on a utilisé des habits, il y a des habits du bloc qu'on utilise chez le patient, lorsqu'on finit, ces habits-là sont immergés de sang, donc après avoir les lavé, on met de l'eau de javel, donc on les trempe dans de l'eau de javel pendant un certain nombre d'heures, et ça permet effectivement de tuer les germes. Donc tous les germes, y compris les virus. Donc l'eau de javel tue même les virus. Voilà, donc on a dit etc. Il existe deux types d'asepsie. Donc nous avons deux types d'asepsie. Nous avons d'abord la désinfection et nous avons aussi la stérilisation. Donc par rapport à la désinfection, on dit la désinfection se fait soit sur un organisme vivant, soit sur un matériel. Donc ici, il se fait sur un organisme vivant. Nous avons dit, par exemple, les mains. Les mains, effectivement, on peut désinfecter les mains. On peut désinfecter une plaie, on peut désinfecter la bouche, etc. etc. Donc ici, on dit, la désinfection, elle consiste à réduire au maximum les germes qui s'y trouvent. Donc les germes qui se trouvent soit sur le matériel ou bien soit sur l'organisme vivant. Donc la désinfection ne dure qu'un certain temps. Effectivement, donc pour désinfecter les mains, on a besoin de 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes, on lave correctement, on essaie de mixer. Donc on essaie de frictionner jusqu'à ce que les germes meurent et c'est fini. Par rapport à la plaie aussi, donc ça ne dure pas 3 à 5 minutes, au maximum 10 minutes. Donc on peut effectivement désinfecter soit un organisme vivant, soit ici un matériel. Mais il y a certains matériels où on peut prendre plus de temps, 30, 45 minutes, donc pour pouvoir désinfecter. Voilà. Ici, par rapport à la stérilisation, on dit, après avoir désinfecté un matériel, donc ici, ce qu'il faut retenir, on ne passe pas directement à la stérilisation. On désinfecte toujours un matériel avant de passer ce matériel-là à la stérilisation. Donc, on ne stérilise pas un organisme vivant, non. Mais c'est le matériel qu'on utilise dans les centres de santé, c'est ce matériel-là qu'on peut stériliser. Et ici, la stérilisation, je l'ai dit, ça se fait ici après avoir désinfecté. Donc la désinfection permet de réduire au maximum le nombre de germes. Maintenant, la stérilisation, quant à elle, elle permet de tuer le peu de germes qui restent, de tuer tous ces germes-là, donc pour que effectivement le matériel soit stérile. Donc après avoir désinfecté un matériel, on peut le rendre stérile en détruisant tous les germes qui s'y trouvent grâce à la chaleur. Donc voilà les différents moyens qu'on utilise pour pouvoir stériliser. Donc nous avons la chaleur, nous avons aussi la vapeur et nous avons aussi les lampes ultraviolets. Et par rapport aux lampes ultraviolets, donc j'ai dit, ça permet de stériliser l'air. Nous savons que dans un bloc opératoire, il y a de l'air, il y a l'air ambiant qui est là. Donc cet air-là, effectivement, doit être stérilisé parce qu'il y a des germes qui peuvent circuler. Et lorsqu'il y a des germes qui circulent dans un bloc opératoire, donc cet air-là peut contaminer les éventuels patients qui seront admis parce qu'on les ouvre, donc on ouvre une certaine partie de leur corps. Donc il y a des germes qui peuvent se déposer et pénétrer l'organisme. Donc pour pouvoir éviter tout cela, il faut stériliser cet air-là des blocs opératoires grâce aux lampes ultraviolets. Et on stérilise aussi les services de néonatologie. Donc qu'est-ce qu'un service de néonatologie? Ce sont les services où on garde les bébés qui viennent au monde et qui ne sont pas venus à terme. Donc les bébés qui viennent au monde, qui n'ont pas fait 9 mois dans le ventre de la mère. Donc communément on les appelle les prématurés. Les prématurés, donc on les met dans les couveuses pour qu'ils puissent essayer de se développer pendant un certain temps avant effectivement de les enlever de ces couveuses-là pour les remettre à leur maman. Donc ici dans les services de néonatologie, donc là-bas aussi, les ultraviolets permettent de stériliser ces types de salles-là.
Donc, en petit 2, nous avons ce qu'on appelle l'antisepsie. C'est quoi l'antisepsie? On dit que l'antisepsie est une méthode curative qui permet de tuer les germes présents sur une plaie. Grâce à cette méthode, les infections sont réduites, les plaies guérissent très vite. Donc là-bas, tout à l'heure nous avons vu par rapport à l'asepsie, donc nous avons dit que c'est une méthode préventive. Préventive, ça veut dire quoi? Elle doit se faire avant même de commencer l'action. Alors que ici, l'antisepsie, on a dit que c'est une méthode curative, donc c'est une méthode qui se pratique chez un patient, chez un malade, pour pouvoir essayer de détruire les germes effectivement qui se trouvent, donc pour pouvoir le soigner. Donc, grâce à cette méthode, les infections, on a dit, sont réduites et les plaies guérissent très vite. Donc, exemple de produits, exemple de solutions qu'on utilise lorsqu'on pratique l'antisepsie. Donc, nous avons l'acide phénique qu'on utilise sur le coton. Lorsqu'on l'applique sur une plaie, effectivement, ça permet de tuer les germes. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, nous passons en grand 2, la vaccination. Donc, on va d'abord définir le vaccin. Le vaccin est une préparation d'antigènes non pathogènes obtenus à partir de microbes morts ou à virulence atténuée qui, inoculés dans un corps, lui confèrent une immunité protectrice de durée variable selon le vaccin. Donc ici, ça veut dire quoi? Donc le vaccin, effectivement, il est obtenu à partir de microbes morts. Donc ce sont des microbes morts, on les prend, on essaie de les manipuler et pour pouvoir avoir le vaccin. Ou bien on peut prendre aussi des microbes qui ne sont pas morts, mais dont on a diminué la virulence, donc on a diminué leur force, pour que vous puissiez mieux comprendre, on a diminué leur force, on a diminué leur activité, et ces microbes-là sont effectivement introduits dans un corps, et ce sont ces microbes-là qui vont réagir contre des microbes semblables, mais ici, les microbes qu'on a introduits, ce sont eux qui vont essayer de combattre les microbes semblables qu'on va contracter au fil du temps. Voilà. Donc on dit que le vaccin est utilisé pour prévenir une maladie. Donc ici, par rapport au vaccin, effectivement, on utilise le vaccin pour prévenir une maladie. On n'administre pas le vaccin chez une personne malade. Non. C'est lorsqu'on est bien portante, lorsque la personne est bien portante, qu'on lui administre un vaccin, donc pour qu'il puisse éviter, effectivement, de contracter la maladie. Et vous avez vu, la maladie que nous vivons aujourd'hui, la maladie du coronavirus, on n'a pas de vaccin. Si on avait des vaccins, on allait effectivement vacciner toute la population et personne n'allait tomber malade de cette maladie. Mais malheureusement, puisqu'il n'y a pas de vaccin, donc on est obligé d'attendre, on est obligé de soigner uniquement les malades, mais on ne peut pas, en tout cas, vacciner la population. Mais quand même, des chercheurs, en tout cas dans pratiquement tous les coins du monde, des chercheurs sont en train de chercher un vaccin contre cette maladie, contre cette pandémie, effectivement, qui est le Covid-19. Donc, on dit que le vaccin est préventif. Donc, il est préventif, ça veut dire qu'effectivement, il prévient contre la maladie. Donc, en petit temps, nous allons voir le mode d'action d'un vaccin. Donc, le vaccin provoque dans l'organisme une réaction de défense avec production d'anticorps qui prépare la résistance contre l'invasion de l'organisme par un groupe de microbes. Et il se fait uniquement chez un individu bien portant. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et il permet à l'organisme d'acquérir une immunité active et durable. Donc ici, effectivement, lorsqu'on vaccine une personne, donc ça lui permet d'éviter effectivement de contracter la maladie pour laquelle on l'a vacciné. Et ici, le vaccin, donc selon le type de vaccin, il y a des vaccins qui peuvent durer 1 an, il y a des vaccins qui peuvent durer 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc j'ai donné quelques exemples de vaccins ici. J'ai dit le BCG. Donc le BCG, effectivement, c'est un vaccin qu'on administre aux enfants, aux nouveau-nés, lorsqu'ils viennent au monde, effectivement, lorsqu'ils viennent au monde, donc on leur administre ce vaccin-là.
Voilà, nous avons le VAT, donc la fois passée, le chapitre précédent, on a vu le SAT, le sérum anti-tétanique. Donc ici, c'est le VAT, donc c'est le vaccin anti-tétanique. Le vaccin anti-tétanique, effectivement, qui lutte contre le tétanos. Nous avons aussi le vaccin anti-hépatique, donc qui lutte contre, effectivement, donc l'hépatite. Donc, et il y a le vaccin anti-amaril, il y en a plusieurs sortes de vaccins, si je n'ai cité que 3. Donc, il faut toujours faire un rappel après une vaccination. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait un vaccin, il ne faut pas oublier que, soit 6 mois après ou bien 1 an après, donc selon les vaccins, il faut faire un rappel. Et c'est ce rappel-là, le rappel ça veut dire quoi? Il faut encore revacciner la personne. C'est ce rappel qui permet effectivement de conférer à cet organisme-là une immunité durable et active. Voilà. Donc ici, en 2, nous avons un tableau comparatif entre le vaccin et le sérum. Donc ça veut dire quoi? Nous allons essayer de comparer le vaccin et le sérum. Donc ici, quand on essaie de regarder, selon le mode d'action, on a dit que le vaccin, lui, il est préventif. Le préventif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le fait lorsqu'on n'est pas malade. On le fait pour éviter une maladie. Alors que le sérum, lui, on le fait, c'est lorsqu'on est malade qu'on le fait pour pouvoir se guérir. Voilà. Par rapport à l'immunité, le vaccin, on a dit qu'à une immunité tardive et durable. Alors qu'au niveau du sérum, donc l'immunité, elle est immédiate et elle est de courte durée. Ici, nous avons dit que le vaccin peut protéger pendant plusieurs années. Alors que ici, le sérum, c'est lorsqu'on est malade, on administre le sérum, et là, effectivement, on guérit, et le sérum a fini son action, a fini son travail, comme on le dit. Donc la composition du vaccin, le vaccin, ici, il est fabriqué avec des microbes ou des toxines atténuées, alors que ici, le sérum est fabriqué à partir des anticorps. Voilà. Ici, chez qui on doit administrer le vaccin? On doit administrer le vaccin chez une personne saine, chez une personne qui n'est pas malade, pour pouvoir lui éviter la maladie. Alors que le sérum est administré chez une personne malade. Voilà. Et donc, nous sommes au terme de cette leçon. Et j'espère que vous êtes en train de réviser, surtout réviser parce qu'il faut que vous sachiez que l'État n'a pas l'intention de faire une année blanche. Donc, tôt ou tard, les examens vont se tenir, Inch'Allah. Donc, lorsque vous arrivez à assimiler tout ce que nous sommes en train de faire, tous les enseignants, ce que nous sommes en train de faire, c'est si vous arrivez à assimiler, ce serait une très bonne chose pour vous, car ce serait une très bonne chose pour nous tous, parce que, bien sûr, c'est que, Inch'Allah, vous n'aurez pas de difficultés en tout cas lors des examens. Donc, je vous souhaite de très bonnes révisions et donc à la prochaine pour le prochain.